Carissime e carissimi, un caro saluto a tutti, in particolare anche agli amici. Bonjour à vous tous et à vous toutes, en particulier aux amis laïcs qui sont maintenant en ligne avec La nous. relazione sarà poi Je vais vous trasmessa dire e que inviata alle segreterie. la relation sera ensuite envoyée au secrétariat. Dico subito all'inizio un Je veux grazie dire en ai particulier au traduttori, début, Sor Marta, je salue et je remercie les trois traductrices qui sont Sœur Martha, Sœur Maria-Louise et moi-même. Inizio questo incontro con Je commence cette rencontre en en perché reconnaissant tout simplement que tenevo lorsque j'ai accepté de faire cette réflexion sur le thème l'ho fatto proposé, con una certa je l'ai fait avec une certaine veramente inconscience mi sono resa conto que subito dont je me di suis rendu essere compte tout de suite. ringraziare il Signore per Parce que je dois rendre grâce au Seigneur quelle pour cette dimenticate providentielle et bénéfique semplicemente immersion poche dans des événements qui sont pas beaucoup connus persone ed è un de la bene part de beaucoup de personnes. ricordarle Et qu'il est bon de se invece rappeler dans cette année de notre bicentenaire, in questo percorso dans della ce parcours du bicentenaire de la béatification de Sainte Jeanne d'Antille, Touré dentro il percorso di vraiment dans ce parcours de commémoration que nous sommes en train de vivre. La seconda confessione La che deuxième chose que je dois vous dire, ogni giorno aumento que la chaque jour, je prends davantage consapevolezza conscience que je ne sais pas e in tout. questo caso poi Et dans ce cas précis, après avoir beaucoup lu et étudié, presentare présenter brevemente brièvement 100 ans de la l'histoire storia de della notre congrégation è realmente est un'ardua vraiment impresa. un travail Colgo difficile. però la sfida J'ai essayé de relever le défi seguirmi et donc je e vous cercherò demande di de me suivre là où j'essaierai de vous conduire fondatrice à la découverte de la fondatrice dans les dopo 100 ans morte. qui suivent sa mort. Spero solo di J'espère non annoiarvi que je ne vous troppo, ennuierai pas anzi trop. vorrei appassionarvi J'aimerais e plutôt vous suscitare un passionner vivace interesse, et vous donner un non solo intérêt per vif, questo oggi, pas ma seulement pour per il aujourd'hui, futuro. pour le futur aussi. Possiamo all'inizio Nous pouvons au porci début, nous pouvons nous domande poser quelques questions fondamentali qui sont, propedeutiche qui alla préparent à narrazione. ce récit. Dal 24 Que s'est-il agosto passé entre le 1926, 24 août morte della Beata 1826, Suor Giovanna mort de la mort de Maria Napoli, De notre mère al à Naples, 23 maggio au 23 mai 1926, 1926, giorno della sua jour où elle a été beatificazione? Che cosa è béatifiée à Reims? accaduto? Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces Perché 100 sono ans-là? stati necessari Pourquoi y a-t-il 100 fallu anni 100 per ans arrivare alla pour arriver à une beatificazione? béatification? Forse qualcuno tra voi sa già Peut-être rispondere, parmi vous, il y a des gens qui sono connaissent delle déjà la persone réponse. Il competenti. y a des personnes qui ont une Forse altri compétence. però non sono Peut-être d'autres ancora ne le a savent pas conoscenza et di ne quello connaissent che pas ce avvenuto. thème. Allora, Pourquoi en est-on entriamo nel arrivé là? merito di questo Alors parlons un argomento. peu La prima cosa de che ce dobbiamo thème. dirci è La che première chose que nous il devons tempo nous della dire scoperta della est que le temps de fondatrice la découverte de la è stato fondatrice lento a été un e temps qui a lungo. réclamé du temps, un Sappiamo temps tutti che long la et vita lent. della Nous fondatrice savons è tous que la vie de percorsa la di fondatrice, ostacoli e notre fondatrice a une vie semée d'embûches et de perché difficultés. dopo la sua morte Après sa anche la mort, storia della l'histoire de sa fondatrice mémoire è s'est proseguita nei poursuivie successivi 100 anni dans les 100 con ans qui ont numerose suivi, avversità avec e beaucoup de soucis, rallentamenti de causati ralentissement, da una serie d'adversité, di qui ont circostanze été causés par une série de oggettive circonstances que non nous pouvons favorevoli. définir comme défavorables. Allora possiamo elencarne Nous pouvons per énumérer dare un contesto. ces Lasciando circonstances. C'est un petit peu sul le fondo, ma contexte. En dobbiamo laissant tenerlo sur le fond, presente, uno dei primi eventi, un des premiers événements la évidents, separazione dell'istituto séparation de fondato da Madre l'Institut Touré qui était per fondé par Mère Touré l'essenza en deux due branches. rami, quello della congregazione di Une diritto congrégation de droit pontificio, pontifical. dove le suore della carità Les sœurs de la sono charité riconosciute ont été attraverso reconnues la regola à travers la emanata règle da Papa Pio VII par le nel pape Pie VII 1819 en per 1819 il diritto et la diocesano, congrégation de droit diocésain des pontificale sœurs de la charité de di Besançon Ravenna, divenuto poi qui deviendra de droit pontifical en 1946. 1946. En In questa 1946. diapositiva Dans cette abbiamo fatto diapositive, vous vedere voyez i due rami
les deux branches, ce que vous voyez très vite dans les premières supérieures générales. Les premières supérieures générales en Italie ont gouverné longtemps, alors qu'en France, il y avait un changement très rapide. Alors, autre motivation dont nous pouvons parler, c'est le silence initial des premières supérieures générales, dont le gouvernement de la congrégation a duré plus de 50 ans. Il manque aussi des textes de la fondatrice. Le fait qu'elle n'ait pas un portrait officiel de cette fondatrice. Aussi un décret du pape des Culto non exhibendo qui réglementait le culte des bienheureux et des saints et qui empêchait qu'avant que avant que les gens soient bienheureux, ça, on ne pouvait pas rendre un honneur officiel. Et dans ces 100 ans, vous devez tenir compte aussi du meurtre de sœur Agostine, un meurtre qui a ralenti un peu le processus. Nous pouvons y ajouter un événement historique important, la Première Guerre mondiale, bientôt. Vous pouvez comprendre que tous ces événements justifient pourquoi cela a duré aussi longtemps, 100 ans. Nous avons une espèce de mosaïque. Un mosaïque dont les tesselles doivent être recomposées, ordonnées et comprises. Parfois, il faut aussi les interpréter, si c'est possible. Bien sûr, à partir des données objectives que nous possédons, en tenant présent que l'histoire est un vrai entrelacement de faits, de vie qui palpitent, de relations, de talents personnels, de relations complexes et de visions de réalité qui conduisent à faire des choix. La réalité est très complexe. Aujourd'hui, nous ne pouvons qu'observer les résultats des choix. Mais bien sûr, nous n'avons pas toutes les raisons qui sont à l'origine de ces choix. Cette matière n'est pas statique, au contraire, elle bouge, elle est très dynamique. Aujourd'hui, ce que nous allons vous présenter, c'est un point de départ pour réfléchir, pour comprendre et pour continuer cette réflexion. Nous devons admettre que le souvenir de la fondatrice a connu des temps de silence, d'oubli apparent, d'effacement presque complet de son existence même et de son passage sur Terre. Mais nous l'affirmons. Le rappel de son charisme et de sa vie a continué de suivre et de se développer. Il a toujours fonctionné. On a toujours fait passer ce message. Elle a toujours été gardée dans la mémoire affective des sœurs, des générations, sans perdre la vigueur, avec la vigueur qui court encore plus libre, selon le moment juste, selon le temps de l'esprit. Nous avons une donnée de fait dont nous partons. L'événement, le 24 août 1826, à 22h10, Sœur Jeannotine meurt à Naples. Vous reconnaissez, je pense, le monastère comme il était, et la montagne qui fume, donc le Vésuve. Le 25 août, un peintre est appelé pour réaliser son portrait, qui est gardé à Naples. Son corps est ensuite exposé dans l'église du monastère pendant 2 jours, attirant une foule extraordinaire de personnes, prélats, chanoines, religieux et religieuses, gens de la ville, pauvres, qui viennent
rendre hommage à la défunte avec une vénération qui sied à celle qui peut être considérée comme la reine des petits et des humbles, des déshérités et des souffrants. Ensuite suivent les funérailles solennelles et l'illumination du corps dans la tombe préparée dans la chapelle de l'Immaculée Conception, pour laquelle Jeanne Antide a toujours eu une dévotion forte. Vous voyez comment était la chapelle? Sa secrétaire fidèle, la sœur Rosalie Fitouret, se charge de transmettre la triste nouvelle en écrivant à certaines personnes, parmi lesquelles à sœur Catherine Barrois, supérieure générale à Besançon depuis 1822, et à l'évêque de Cosan, Monseigneur Domenico Narni Mancinelle, qui était le confesseur de Jeanne Antide. Je vous invite toutes à relire l'éloge que Monseigneur Mancinelli a fait pour avoir conscience de la stature spirituelle de notre fondatrice. Sœur Jeanne Antide est définie le 4 septembre quand il écrit la Vierge forte de l'Évangile, l'héroïne de la religion, la fondatrice de votre institut. Elle n'existe pas pour la terre, elle existe pour le ciel. On peut dire encore, on peut dire que la connaissance de la religion, du Saint-Évangile, des dogmes, lui venait davantage des prodiges de l'inspiration céleste que des études de théologie, dont elle n'avait jamais eu les principes. Donc, comment Jeanne Antide pouvait-elle posséder tellement de sagesse et tellement de science dans les livres qu'elle a composés, dans les circulaires qu'elle a faits, dans les conseils qu'elle donnait, dans la conduite des affaires qu'elle portait à la cour des rois. Je vous invite vraiment à lire ces textes. Mais comment se poursuit ce récit? Nous pourrions suivre avec différents parcours. Il pourrait y avoir un parcours institutionnel, chronologique, un parcours existentiel par les personnes qui se sont dépensées, qui ont entendu parler de Jeanne Antide dans les procès, première, deuxième ou même troisième génération, les événements liés au processus de béatification, début du procès, exhumation, reconnaissance, proclamation comme vénérable, ou alors les publications, les écrits autographes de Jeanne Antide avec encore quelques mystères à résoudre. Nous allons commencer par sœur Rosalie Touret. C'est la fidèle nièce et secrétaire. Elle observe, et les sources nous le disent, elle observe un silence prudent sur la fondatrice. C'est important d'apprendre à partir des deux dépositions au procès que quand elle est interrogée sur la mémoire de sa tante, elle répond toujours, elle répond simplement, c'est une sainte, elle n'ajoutait rien. Oh non, au contraire, elle changeait le sujet. Les sœurs qui ont témoigné au procès répètent cela. Sœur Rosalie était plus que discrète sur ce thème-là, même si elle était convaincue que sa tante était sainte. Ce qui est important,
de se rappeler, par importance historique, ce que nous disons être le manuscrit de Sœur Rosalie n'a été découvert que le 21 décembre 1927, de façon hasardeuse, un vrai hasard. Il a été découvert dans un grenier, quelqu'un l'a trouvé et l'a donné à la bonne personne, au curé de son pays, dans le Jura, et il est arrivé dans les mains des Sœurs de la Charité. Il faut donc se dire que ce manuscrit n'a été découvert qu'un an après la béatification. Mais c'est une source importante, mais elle n'existait pas, elle ne l'avait pas, elle n'était pas découverte. Nous continuons dans notre parcours en regardant le magistère des supérieures générales des Sœurs de la Charité de Sainte-Jeanne-Antibes. La deuxième supérieure, c'est Mère Genoveffa Boucon, qui restera au gouvernement pendant 30 ans. Un très long temps, une période très longue. Elle a été appelée jeune. Elle a connu première génération, elle a connu directement la fondatrice. Elle est appelée par la fondatrice à Naples, elle a besoin de sœurs. Elle y deviendra maîtresse des novices et elle deviendra la suppléante pendant ses longues absences, quand elle va à Taliakos, quand elle va rendre pour les constitutions, et en 1921-23, quand elle part en France pour tout tenter, pour réunifier sa congrégation. Sur Mère Boucon, elle veut faire graver une inscription en latin sur la tombe de Jeanne Antibes. Et cela sera fait en 1827. Et vous avez ici le texte traduit, la traduction de ce qui est écrit sur la tombe de façon très... Nous pouvons lire. Après avoir consacré tous les jours de sa vie mortelle au service de Dieu, accompli pour elle-même et pour les autres, et pour l'édification de tous, elle a conduit jusqu'ici, depuis la terre de France, les sœurs, les premiers éléments de sa congrégation. Tout le monde nous connaît, nous savons où est cette inscription. C'est donc la chapelle de l'Immaculée Conception. Maintenant, nous avons à la place de la statue de la Vierge, la statue de Jeanne Antibes. Et vous voyez ici l'inscription. Vous voyez le sceau de Jeanne Antibes, les deux mains qui embrassent la croix, c'est le sceau de Jeanne Antibes, avec les 4 lettres, I, E, V, J. Nous avons aussi, nous savons que Mère Boucon, dans certaines lettres circulaires, cite la fondatrice, comme si elle voulait rendre éloge à sa mémoire. Elle dit être consciente que nous marchons sur ses traces. Elle dit, par exemple, si elle retournait sur la terre, est-ce qu'elle nous reconnaîtrait comme ses filles? Où sont ces âmes ferventes qui furent les pierres fondamentales, fondatrices de cet institut? C'est ce que la mère écrit en 1835. Donc, dans la correspondance, elle écrira au pape Grégoire XVI en présentant le processus de fondation de Naples. Elle parlera de la fondatrice pendant les exercices spirituels, pendant les retraites. Elle en parle. Alors, nous parlons maintenant de Mère Caroline Chambreau. Elle appartient à la deuxième génération, la deuxième, plus la première. Mère Chambreau se présente
comme une femme décidée à réformer après les 30 ans de Mère Boucan. C'est une réformatrice décidée. Elle reçoit l'Institut dans un moment où il y a des grandes difficultés historiques. Il y a des luttes politiques, des guerres, des changements sociaux et des menaces contre les instituts religieux en eux-mêmes. Nous pouvons dire qu'elle change complètement le style de gouvernement. Donc, elle rencontre une certaine résistance des sœurs âgées, bien sûr, celles qui sont plus directement, sont plus liées à la fondatrice, bien sûr. Dans certains cas, on trouve, on parle même de clans, de relations comme s'il y avait des clans, de fiefs, et on utilise même le mot népotisme. Vous savez bien ce que ça veut dire. Nous savons bien, en Savoie, les deux sœurs Bartholomew, sœur Victoire et Clémentine, à Vicère, les sœurs Bouvard, à Vercelles, les sœurs Mantelli, pour ne pas parler de l'héritage même du clan Touret, même, mais dont on parle, même si Rosalie est morte à ce moment, en 1853, Rosalie est morte. Mais il existe encore un clan Touret. Mais n'oublions pas qu'après, quelqu'un d'autre parlera du clan Chambron. Les clans se succèdent. Donc, d'un certain point, cela peut nous faire sourire, mais nous devons aussi prester notre attention. Nous devons dire que ce type d'opposition éloigne Mère Chambron du souvenir de la fondatrice. Elle n'en parle presque jamais, si ce n'est que de rares allusions au cours des retraites. Ces oppositions l'éloignent du souvenir de Jeanne Antide. À Naples, attention à Naples, quand il ne reste rien des objets, des livres, des meubles qu'elle utilisait, Jeanne Antide. À Naples, comme à Besançon, même si c'est pour des raisons bien différentes, il semble que Mère Touret n'ait jamais existé. Les écrits de la fondatrice ne sont pas connus. Son portrait n'a pas été diffusé. Les sœurs ne connaissent pas Jeanne Antide et souvent elles ne savent même pas comment écrire son nom de famille. Elles écrivent leur nom de famille avec des erreurs. On pourrait dire que la fondatrice est une inconnue. Dans l'Institut, on parle surtout de Saint Vincent de Paul parce que c'est le protecteur de la congrégation. La maison générale a été transférée de Naples à Rome, à la Via Salare, en 1862, après des années de travail et de restructuration. Vous voyez l'entrée, Institut des Sœurs de la Charité, des Sœurs Vincent de Paul, nom de Sainte Jeanne Antide. Donc, est-ce qu'ils auraient dû écrire de Jeanne Antide Touret? Et vous voyez au-dessus la statue de Saint Vincent. Le 19 juillet 1862 est célébrée la première messe dans l'église dédiée à Saint Vincent de Paul, de Sainte Jeanne Antide. On n'en parle pas pour l'instant. La chapelle est dédiée à Saint Vincent. Et c'est pareil, on y transfère aussi le noviciat qui avant était au Santo Spirito. Mais maintenant, on va commencer un petit tournant. Nous arrivons au temps de sœur Fébroni Touret. C'est la nièce de Jeanne Antide, la sœur de sœur Colombe, celle qui est morte en 1814. C'est la cousine de sœur Rosalie et une cousine aussi de sœur Henriette Dignet qui était à Naples.
et qui a vécu proche de Naples. Elle a vécu avec sa tante à Naples. Elle était présente à la mort de la fondatrice. Elle a été supérieure provinciale à Modène. Après Sœur Rosalie, oui, pour des raisons que nous n'avons pas le temps d'évoquer, elle déménagea à La Roche et elle sera envoyée à Carouge en Suisse. Mais cette nièce de Jeanne Antille sortira de la congrégation le 15 octobre 1860. Voilà, c'est elle qui a écrit la première biographie de Sœur Jeanne Antille Touret. Elle s'intitule Nouvelles sur la vie de Jeanne Antille Touret, fondatrice des Sœurs de la Charité de Besançon. Ce petit livret, cette petite brochure est envoyée au pape Pie IX, parce qu'il y a une dédicace au pape, pour faire connaître aux jeunes sœurs la vie de Sœur Jeanne Antille, et aussi à cause de la division de la congrégation entre branche italienne et branche française. Sœur Fébroni écrit une lettre à Mère Chambreau où elle dit la petite brochure est très rapide, véloce. C'est limité à sa vie. Et c'est écrit par elle. Il existe dans la bibliothèque privée de la supérieure générale à Regina Coeli et que j'ai apporté en 1855. Le reste des preuves et des papiers secrets sont gardés par moi, sont près de moi. Ici, nous avons des indications précises qui sont relatives aux écrits de la fondatrice, à quelques cahiers manuscrits qui auraient dû être gardés à Naples, tant est vrai que Sœur Fébroni écrit pour demander mais où sont ces cahiers? C'est une information très importante. Ces 92 pages recueillent la vie de Jeanne Antille. Il recueille le texte de la prière de Jeanne Antille et aussi un bref profil de Sœur Genoveffa Faboucon. Là, nous devons remercier Sœur Fébroni parce qu'elle nous a donné un témoignage des derniers 3 ans de la tante sur la demande de Mère Vignet. Et nous devons la remercier aussi parce qu'elle a sauvé des documents précieux. Le texte autographe fait à la main de la prière de 1821, le texte de la prière à la Vierge, le portrait qui a été trouvé à Carouge en 1902 et qui a été conservé aussi et qui aujourd'hui se trouve dans l'oratoire de Jeanne Antille à Naples. Vous voyez, nous sommes débitrices, nous devons beaucoup à Sœur Fébroni. Nous avons à ce point-là, nous allons passer à la mère générale suivante, Mère Thérèse Avigné. Elle a fait son noviciat à Saint-Paul, où elle a connu Sœur Victoire Bartholomew, la fidèle compagne de Jeanne Antille. Et donc, elle est bien ancrée dans les origines de la congrégation. Elle sent le devoir de faire sortir Mère Touret de l'ombre en faisant officiellement connaître sa vie et son œuvre. Donc, elle profite de la retraite pour transmettre des récits édifiants sur la vie de la fondatrice.
Abbiamo quindi madre Buchan Nous avons Mère Buchan. e in visita a Napoli, Ah, nous avons Mère Buchan Buchan scrive alla sua en visite à consigliera Naples, generale écrit à sa conseillère générale i 5 quaderni les 5 cahiers que nous cherchions en che vain sono rimasti a Chambéry étaient restés à Chambéry, heureusement. Donc, nous passons à la mère suivante, la mère Boquin. Donc, cette mère Boquin di Suor a des nouvelles des 5 cahiers que nous cherchions. dei documenti per Ils doivent récupérer des documents biografia necessaria pour faire la biographie nécessaire pour la cause. che incominciamo a vedere Nous commençons à voir ricerca qu'il commence à y avoir une recherche. Voilà, à cette période, on commence à chercher davantage. Mère Boquin se dédie cercare di à avere chercher, tutta la documentazione d'avoir tous les papiers, tous les documents nécessaires e ordine anche en demandant un ordre dans les archives dare pour qu'on puisse donner ces documents utiles à celui qui sera le biographe. si attendono questi testi On attend ces textes che giungeranno poi qui arriveront après. e noi avremo Et nous aurons, di avere l'opportunité d'avoir l'abate Calia le texte de l'abbé Henri Calia proprio qui sortira en 1892 sostenere il processo di pour soutenir le procès de canonisation. chiede continuamente documenti Et cet abbé, pour faire ça, va demander tout le temps des documents. della fondatrice. C'est lui qui va faire le biographe. Noi vedete qui c'è anche un Vous voyez, ritratto della fondatrice il y a aussi le portrait de la fondatrice et son écriture. un testo molto importante C'est un texte très important pour nous. C'est le premier livre, la première biographie, di Suor Febroni. après celle de Fleur Fébroni. Madre Chambrot a Le premier document, diffusa vous savez, le premier texte, Mère Chambron n'a pas permis qu'il soit diffusé. un'opera che non è Donc, circolata, è rimasta l'œuvre qu'a écrite Sœur Fébroni a écrit, elle n'a pas eu le droit de la diffuser. Donc, personne ne l'a connue. circolare Donc, la première lettre circulaire dove Madre Buchan ha il où Mère Bouquin a le mérite spiegabile de faire sortir de cet oubli inexplicable la vie de la fondatrice. era sempre stato C'était toujours notre désir, depuis toujours, de connaître et de faire bien connaître à fond il principio le début progresso et le progrès, che lo et ainsi que l'esprit de notre institut. Quindi Elle désire réparer l'oubli passé. un po' come la sorgente C'est un peu comme retrouver la source deriva d'où famiglia religiosa vient la famille religieuse. e anche perché la C'est aussi pour cela la majeure partie des sœurs questa fonte ne connaît pas cette source. quanto mai prezioso C'est d'autant plus précieux testo d'avoir un texte dal quale su où elle dit, la sua sorgente où nous pouvons aller chercher à sa source quella vita. l'esprit de cette source, l'esprit de notre vie. Il testo esce in lingua francese, Le texte sortira aussi en français, ma uscirà poi in lingua mais alors il sort d'abord en français, puis en italien, Cangé, aux sources de notre Père. C'est pas une traduction, è comunque una trascrizione. c'est une transcription que fera le padre Ferdinand Mukanji. Quindi due testi. Deux textes différents et importants tous les deux. Abbiamo quindi il periodo di Madre Irene Buzio. Nous partons maintenant à la période excusez-moi, la période successive, la sœur Irène Bouzio qui était vicaire générale. C'est pendant ce temps-là que sera nommé le postulateur de la cause, Monseigneur Nazaro Marzolini, dans 18 janvier 1895. Avec son conseil, elle va nommer, avoir un postulateur officiel. On pense à ce moment alors que tout ira vite. Qu'est-ce qui va arriver pourtant? Le 26 mars 1895, Sœur Agostine à Pietantoni. Dans la même année, qu'est-ce qui se passe? Il va y avoir le meurtre de Sœur Agostine à Pietantoni
Et il va y avoir aussi la première exhumation des restes de la fondatrice au niveau diocésain. Après ce bref temps de cette vicaire arrive Mère Léontine Vandel. Nous avons ça son. Elle encourage le renouveau de la dévotion à la fondatrice et les demande pour le procès diocésain napolitain. Parce que toujours avant d'un procès romain, il y a un procès napolitain, bien sûr, diocésain. La mère Vandel, en 1899, commence à recueillir tous les témoignages sur la vie et les vertus de Jeanne Antide. Et encore, les personnes qui en parlent, qui sont de la deuxième génération, ils ont entendu parler des sœurs qui l'ont connue, parlent de Mère Touré comme d'une sœur parfaite dans la vertu et très sainte. Cette phrase est attribuée aux sœurs Mandelli qui sont avec Vercelli. Encore, les autres sœurs qui ont donné leur témoignage répètent toujours qu'elles ont entendu parler de sœur Jeanne Antide comme une sainte sœur. Dans la lettre circulaire de la nouvelle année en 1896, elle informe la congrégation que le procès de béatification poursuit avec succès. Nous avons une donnée à Besançon le 15 décembre 1897 dans une lettre circulaire. Pour la première fois en parlant de sœur Jeanne Antide, on écrit notre vénérée fondatrice. Donc à Besançon, même période, pour la première fois, on dit notre vénérée fondatrice. Nous voyons donc les deux branches, la cause de béatification et le parcours de l'union, suivent la même route. Ils semblent des chemins parallèles, mais à vrai dire, ce sont des chemins qui se retrouvent, qui vont se rassembler, même si juridiquement, ce sera difficile, différent. On peut dire que ainsi se commence l'approchement. Chercher autour de la fondatrice, rechercher les données de la vie, tout ça entraîne les supérieurs à collaborer et ça crée des liens. Les liens s'approfondissent. On va maintenant célébrer le premier centenaire de l'Institut. C'est très important de pouvoir retourner au 11 avril 1799 pour retourner et pouvoir parler de notre fondatrice. L'occasion de ce premier bicentenaire va être très importante. Ici, dans la maison générale, on va inaugurer une cloche qui sera inaugurée qui sera dédiée pour l'église de la maison générale. Dans les circulaires pour ce centenaire en France, les supérieurs commencent à utiliser Dieu seul comme début de lettre. Elles commencent, les supérieurs à Besançon, à utiliser Dieu seul. C'est des petits signes, des signes qui disent que peu à peu, les chemins s'approchent. Mère Hildegard Miglio parle longtemps et souvent de la vénérable fondatrice Jeanne Antide. On commence à entrevoir que l'introduction de la cause, qu'elle devrait être déclarée vénérable pour faire tout le passage, que sont les premiers pas pour la béatification. Donc, elle invite les sœurs à prier pour cette béatification. Le 17 juillet 1900, notre fondatrice est déclarée vénérable, premier passage obligé pour la béatification. Vous reconnaissez dans le portrait, vous reconnaissez à gauche le portrait fait tout de suite après la mort. Hein? Et puis, de l'autre côté, vous voyez la reproduction. Vous voyez
toujours avec la règle dans les mains, hein, toujours le signe de la règle dans les mains. À ce point, on ne peut pas en faire un culte public à cette période. Il faut attendre la béatification. Qu'est-ce qui va arriver? Désormais, qu'est-ce qui se passe? Les deux figures de Vincent Paul et Giannantine vont être mis l'un à côté de l'autre comme des points de référence du charisme. Avant, il n'y avait que Saint Vincent, maintenant il va y avoir les deux figures. Saint Vincent, bien sûr, et Giannantine. Encore, on va faire une prière à Giannantine pour le bon déroulement du chapitre général. Dans cette période, on va citer une circulaire de Giannantine. On commence petit à petit à se servir de ses écrits, à les citer, la circulaire de 1812 en particulier. Pour la déclaration de vénérabilité, il y aura un livre de l'abbé Pou. Vous regardez une chose importante, cette reproduction, ce portrait, c'est la copie. Alors, vous voyez, c'est la copie du portrait fait à l'huile. Ici, vous voyez, il est écrit vénérable. Et puis, il sera écrit sainte. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une correction du cadre. C'est un cadre qui est à Rome, dans le bureau de la mère générale, à vrai dire. Vous voyez qu'on a rajouté sainte, parce que c'était vénérable, et puis ça a été corrigé pour mettre sainte. Donc c'est un portrait qui actuellement est dans le bureau de la mère. On l'a mis à jour du nouveau statut. Donc Giannantine, depuis modèle de vertu, parfois un peu impossible à rejoindre, devient une partie d'une personne avec laquelle on peut avoir une relation personnelle. Et ça, c'est très important. Dans les circulaires, elle est citée, Giannantine est citée, et peu à peu, on diffuse la lettre circulaire de 1812 pour la solennité de la Pâque, et on demande aux sœurs de lire cette circulaire, même une fois par mois. Maintenant, il semble que Giannantine n'est plus dans l'ombre, parce que il y aura encore la période de la Première Guerre mondiale qui fera un ralentissement, évidemment. Avec mère Anna Lapierre, qui arrive après, nous avons un rappel des différentes phases du procès. Parce qu'il y a d'abord la phase du diocésaine, puis une phase à Besançon, puis à Rome. Et la mère Lapierre va voir Giannantine aller jusqu'à sa béatification pour le premier centenaire de sa mort. Elle va beaucoup s'engager, cette mère, sur ce chemin. Elle va essayer de renforcer les relations avec Besançon par des rencontres. Il y a des moments vraiment importants dont nous n'avons pas le temps de parler aujourd'hui, mais qui sont très importants. Il y a des pas en avant dont elle parle dans ses lettres. Et vous voyez, à l'occasion du procès byzantin, on va découvrir cette ce petit portrait, on appelle une miniature, qui est donnée aux sœurs de la Charité de Besançon par une dame, Clémentine John Menot, dont la maman avait été la gouvernante de l'abbé Tourret, qui était le beau-frère de Giannantine. Elle a été donnée le jour même de l'ouverture du procès au niveau de Besançon en 1918. Cela
C'est des petites tasselles, petites pièces de la mosaïque que nous reconstituons, des petits pas en avant de la différente chose. En 1921, les anciennes élèves de l'éducatoire de Naples, dans le centenaire de l'œuvre, offrent le don du buste de Jeanne Antide. L'œuvre en marbre blanc est faite du fameux sculpteur calabrais Francesco Gerace. Et aujourd'hui encore, vous voyez cette statue dans le cloître de Regina Coeli à Naples. Quel temps et combien d'années sont passées depuis, hein? Nous avons un peu le décret d'approbation des vertus. Et puis nous avons le moment des miracles proposés pour la béatification. Je cours dans le texte, vous aurez tout bien expliqué. Alors là, de façon très synthétique et très miracle, Assunta Giandamalfi, qui était affectée d'arthrite tuberculaire, en particulier dans l'articulation de son bras gauche. En 1913, elle a été déclarée par les médecins guérie miraculeusement. Elle deviendra sœur de la charité avec le nom de Sœur Jeanne Antide. Un autre miracle, Sœur Nazarène Rosset, qui est originaire de Spolète, qui era affectée par l'épithélium, qui a été opérée en 1900 et en 1917, alors que la tumeur avait réapparu, cette tumeur va disparaître miraculeusement. Et troisième miracle, Philomène Pantanel, une très jeune fille d'Arpine qui était atteinte d'une tumeur très grave, qui va être ostéosarcome, qui va avoir une guérison instantanée le 29 novembre 1880. Entre les trois miracles, le dernier est celui qui sera présenté pour la béatification. Nous pouvons dire qu'à ce point, la mosaïque est presque composée entièrement. Vous voyez que pour la béatification de la vénérable Mère Tourette, qui se célébrera avec une grande solennité le 23 mai 1926, jour de Pentecôte, à presque 100 ans de la mort de Jeanne Antide, on en donne la nouvelle le 14 janvier. Alors commencent à apparaître des portraits de Jeanne Antide où on voit le signe de la bienheureuse de la Sainte. Et elle fait les œuvres de miséricorde qui caractérisent sa vie dans ses différents aspects de sa vie, dans toutes les nuances de sa vie. 100 ans sont passés depuis sa mort. À cette occasion, on prépare une mosaïque dans l'église qui est dédiée à Saint Vincent. La mosaïque présente la charité, le protecteur de la congrégation Saint Vincent, ensemble avec Jeanne Antide, bienheureuse Jeanne Antide. Voilà, ce sont quelques-uns des livres, des biographies qui sortent pour la béatification. Vous pouvez noter la différence dans les représentations. Il y aurait tout le parcours à voir. Bien sûr, cela n'est pas notre compétence. Vous voyez que les constitutions sont toujours dans les mains de Jeanne Antide, parce que il y a eu la réécriture des constitutions et il y a aussi donc une suite
par rapport à cet événement. Ensuite, à l'événement célébré par la congrégation, il y a aussi cette réécriture. Et il faut bien sûr que nous disions aussi qu'elle a été canonisée. Il y a encore du temps, le 15 août 1933, elle est canonisée. Et le 14 janvier 1934, elle sera proclamée sainte. Je ne voulais pas m'arrêter avec la béatification. Je pense que vous êtes assez cuite par ce grand parcours historique qui n'est pas très simple. La narration a été très historique. Je crois que je dois remercier de façon vraiment importante les sœurs qui ont cru dans la sainteté de notre fondatrice dans les 100 ans qui ont suivi sa mort. Parce qu'il faut croire. Il y a des actes de foi à faire dans ce cas-là. Les sœurs de la deuxième génération, vous trouverez tous les noms. Elles ont gardé les souvenirs de la première génération. Elles en ont gardé l'esprit et la fidélité de Jeannantine. Elles en sont faites les portatrices. Je dois aussi remercier avec force Mère Antoine de Padoue pour ses études et ses différentes publications sur l'histoire de la congrégation que je vous invite à lire parce que nous devons connaître notre histoire de famille. Je demande aussi la doctoresse Laura Carossen, notre archiviste à Rome, pour l'aide, parce qu'elle m'a aidée pour rechercher des documents que je n'aurais jamais eu le temps de le faire. Et je vous remercie toutes qui avez suivi, qui avez eu la patience et la persévérance de me suivre jusqu'à la fin. Et j'espère que j'ai allumé en vous un intérêt pour Sainte Jeannantine, une femme sur laquelle il reste encore beaucoup à découvrir. Et pour conclure, à la fin de ce parcours danse, je reprends une phrase de Mère Genoveffa Fabuku tirée de sa lettre circulaire 1835, dans laquelle elle trouve une question qui conserve toute son actualité et qui est plus que provocante pour nous, sœurs de la charité aujourd'hui. Notre chère fondatrice, si elle revenait sur terre, nous reconnaîtrait-elle comme ses filles? Nous reconnaîtrait-elle comme ses filles? Donc, elle nous laisse cette demande. Et je vous remercie pour l'attention. Merci à vous.